à la série des webinaires. Je me présente, Stuart Cameron. Je suis le responsable du thème de l'éducation. Je suis au secrétariat ici à Washington et à mes collègues Marie Tréchy, l'équipe du webinaire, et nous sommes rejoints par des experts qui sont en ligne, à nos côtés également. Nous avons lancé les webinaires en 2016. Cela fait partie du KICS, de l'initiative donc d'échange de connaissances pour répondre aux demandes des pays de bonnes pratiques, d'échange de connaissances, de démarches politiques, des pratiques, etc. au niveau des pays. Ce webinaire donne la possibilité d'avoir un échange de connaissances entre les pays partenaires, ce qui renforce la mission du GPE au niveau mondial. Et c'est le premier webinaire de la série de la collecte des données pour les groupes marginalisés. Et ce, dans les quelques semaines, on en reparlera. Et différentes questions, comment identifier les handicaps, les environnements, comment sont-ils mesurés, la communauté, les initiatives, l'utilisation des nouvelles technologies dans la collecte de données. Et nous allons continuer le travail sur ce sujet et récolter des idées également. Avant que de commencer cette séance, j'attire votre attention à quelques questions d'intendance, Si vous avez des problèmes de raccordement, envoyez-nous un mail webinaire@globalpartnership.org. Si nous aurons donc des questions-réponses après nos exposés, envoyez-nous vos questions toutefois pendant tout ce webinaire par YouTube ou par courrier électronique webinars@globalpartnership.org. Nous essaierons de répondre aux questions, ou pour autant que faire se peut, donnez-nous votre nom également, l'organisation et le nom des présentateurs ou encore de la personne à laquelle vous adressez vos questions. Nous avons un enregistrement. Nous allons pouvoir vous faire suivre cette série puisqu'elle est enregistrée. Par la suite, améliorer donc l'inclusion, c'est-à-dire le suivi de l'inclusion des enfants handicapés dans les objectifs de développement durable, ce qui est plus particulièrement intéressant pour nous car l'inclusion est au cœur de notre vision pour la qualité de l'éducation, la promotion d'opportunités d'apprentissage au long de la vie. Le droit des personnes est bien sûr suivi par le GPE et tout particulièrement pour les gouvernements pour nous assurer que les enfants ne sont pas exclus. Et pour nous assurer donc d'une éducation de qualité secondaire, primaire, à égalité avec les autres élèves et dans la communauté. Au sommet de l'an dernier, nous sommes engagés à 3 égards. Tout d'abord, un financement pour le développement d'un processus de planification et améliorer les plans du secteur de l'éducation. Ensuite, travailler avec des partenaires pour renforcer l'éducation par la responsabilisation sociale et des financements à cet effet. Et ceci a été lancé par une initiative. Et enfin, nous sommes engagés à améliorer les données à tous les niveaux en partenariat avec l'Institut des statistiques de l'UNESCO. Dans ce sens, dans ce webinaire, nous allons parler du nouveau rapport de l'UNESCO avec l'appui du GPE quant à l'utilisation des données et d'informations du système d'information pour la gestion de l'éducation pour mieux suivre l'éducation. Je vais vous présenter maintenant nos différents présentateurs. Alors, Friedrich Hubler, qui est de l'Institut des statistiques, chef de l'éducation dans cet institut. Il s'agit des statistiques de l'éducation, de la méthodologie, le suivi des ODD, en particulier la production d'indicateurs à partir des enquêtes menées auprès des ménages. Il est à l'Institut des statistiques. Ensuite,
nous avons Charlotte McLean-Napo, qui est conseillère en la matière à la Banque mondiale à cet effet, et elle appuie les différentes équipes institutionnelles. Et nous avons Mark Wolfson de l'UNICEF, Moltam plutôt de l'UNICEF. Il est responsable de l'éducation. Il est donc conseiller principal sur l'accès et l'équité à l'éducation, y compris l'initiative de l'UNESCO et l'amélioration de l'éducation. Mathias Egeland, qui est conseiller supérieur au sein de l'Agence norvégienne pour le développement, pour l'initiative multilatérale pour l'éducation, les résultats du marché également. Nous avons Satoko Yano, spécialiste de l'éducation au niveau de la politique de l'UNESCO à Paris. Elle connaît les politiques, leur analyse, le plan de l'éducation, la comparaison des systèmes d'éducation. Elle nous parlera donc de son système. Je vais passer maintenant la parole à Friedrich Hubler, qui va nous faire son exposé que vous allons également vous projeter. Merci de cette aimable présentation et nous remercions le GPE d'avoir appuyé le travail de notre institut sur les handicaps et l'éducation, et nous avons ainsi la possibilité de partager nos travaux. L'exposé, je vais vous le présenter, il sera à l'écran. Nous avons 4 parties. Tout d'abord un survol des données sur le handicap dans l'ODD, sur l'éducation. Ensuite, nous parlerons des données sur les élèves handicapés tirées du SIGE. Ensuite, les données sur les infrastructures et les matériels adaptés dans les écoles. Et enfin, je ferai une conclusion et le récapitulatif et les prochaines étapes dans ce domaine. Quelques 25 minutes pour cet exposé. Vous verrez en bas de l'écran les diapositives auxquelles je me réfère. La première partie de cet exposé porte sur le handicap dans l'ODD 4 sur l'éducation. Et vous le savez sans doute, on souligne l'inclusion et l'équité dans tous les ODD, et notamment l'ODD 4, qui a des cibles, notamment 4.5, l'élimination des inégalités entre les sexes dans le domaine de l'éducation et assurer l'égalité d'accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapés plus particulièrement, ainsi que les autochtones et les enfants en situation vulnérable. L'indicateur principal pour suivre les progrès dans ce sens, c'est l'indice de parité, calculé en divisant tout d'abord, c'est d'abord les femmes et les hommes, vous calculez en divisant donc ces deux derniers, par les femmes-hommes, ensuite le degré de disparité qui est également calculé par une autre décomposition, comparaison de l'urbain et du rural, des plus riches et des plus pauvres. Un autre objectif qui parle du handicap, c'est les infrastructures et je reviendrai tout à l'heure. Diapositive suivante. Donc, nous œuvrons, notre institut œuvre en faveur de l'éducation et des indicateurs dans le cadre de l'ODD 4 et le cadre d'action éducation 2030 qui avait été présenté en 2015 déclare que nous sommes la source officielle de données comparables au niveau transnational sur l'éducation. Même cadre qui demande à l'Institut de travailler à la collecte des données, collaborer avec ses partenaires pour mettre au point de nouveaux indicateurs pour évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs liés au mandat de l'UNESCO, qui est notamment l'éducation.
Les travaux de notre institut en matière d'éducation et de handicap doit diffuser ces données en 2017 et d'ailleurs nous avons publié la première tonne d'informations sur l'éducation et le handicap, ensuite un document plus détaillé en 2018, document d'information sur l'éducation et le handicap et ensuite nous avons également un rapport phare de l'ONU sur le handicap et le développement. Un chapitre plus particulièrement sur l'éducation. Diapositive suivante. Ce que nous avons vu en travaillant sur ces deux sujets, les données ne sont pas faciles à trouver. La plupart des pays n'ont pas ce type de données sur les handicaps. C'est-à-dire que la définition du handicap varie selon les pays, ce qui veut dire que ce n'est pas toujours facile de comparer les résultats. Pour régler ce problème de comparaison, le groupe de Washington sur les statistiques relatives au handicap a élaboré une courte série de questions pour identifier les personnes en difficulté dans 6 domaines. Alors, il s'agit de 6 domaines, je dis bien, la vision, l'audition, la marche, la cognition, l'autogestion et la communication. Dans cette série, qui a été approuvée par l'ONU pour la collecte des données sur les caractéristiques du handicap lors des recensements de population de 2020 à 2024, ces questions du groupe seront utilisées dans l'enquête démographique et sanitaire, et qui a été adoptée également par différents services des foyers, mais il y a certaines limites quant à la collecte des données sur les enfants, car l'on a vu que ces courtes séries sous-estiment le degré des handicaps des enfants, car il y a certains domaines de développement de l'enfant qui ne sont pas pris en compte. L'UNICEF et le groupe de Washington ont développé le module sur le fonctionnement de l'enfant, utilisé pour la première fois dans les enquêtes en grappe à indicateurs multiples qui a commencé en 2017. Je vous en parlerai tout à l'heure également. L'analyse réalisée par notre institut est relativement à un niveau relativement élevé, c'est-à-dire général, étant donné les limites de taille de l'échantillon. Si les enfants handicapés sont pris en compte dans les enquêtes des ménages, c'est en général relativement limité, et donc on n'a pas pu faire une analyse fiable. Voici les analyses que nous avons diffusées. Ce que nous voyons ici, c'est les nombres moyens d'années de scolarisation pour les enfants jusqu'à 25 ans et plus. Et dans les pays qui en disposent, les handicapés ont davantage les personnes non handicapées ont davantage d'années de scolarisation que celles qui ont un handicap. Et l'écart est très important en général. Diapositive suivante. Pour véritablement produire des données pour les indicateurs de l'ODD, il nous faut donc nous pencher sur d'autres sources d'informations, car les recensements ordinaires et autres ne permettent pas de donner des informations fiables sur la scolarisation des enfants qui ont des handicaps. Et donc, les systèmes de gestion de l'éducation ne sont pas toujours complacés pour cela que l'Institut, les GPE, ont travaillé en collaboration sur l'éducation et le handicap. Donc, l'examen des données SIGE sur le handicap et l'examen des données nécessaires. Il y a deux parties. Tout d'abord, les enfants qui ont des handicaps dans le SIGE et ensuite les données sur les infrastructures qui sont offertes. Donc, les données sur les élèves handicapés à partir du SIGE. Et donc, c'est l'équité et l'inclusion qui sont le centre de ces données. Et il faut demander à la
Comme il faut faire appel à la communauté pour ne laisser personne pour compte dans le programme de développement durable. Et il est important de voir les indicateurs de développement et donc avoir des données pour les groupes marginalisés, notamment sur les élèves handicapés. Et pour les principales handicapés du SIGE, c'est-à-dire tous les enfants qui sont scolarisés, le problème étant comment est-ce que les élèves handicapés sont identifiés dans ces systèmes. Pour examiner la question, nous avons compilé des petits formulaires de recensement de différents pays et nous avons revu les données qui ont été collectées et nous avons fait une revue de la littérature également. Voici un survol des données analysées dans notre document. Nous avons 71 formulaires de recensement de l'Afrique, d'Asie, Pacifique, Amérique centrale, Amérique du Sud, Caraïbes, et seuls 52 de ces 71 formulaires de recensement comprenaient des informations sur les élèves et handicapés. 9 de ces recensements ne notait que les élèves handicapés ou les besoins particuliers, ce qui n'était pas très utile aux fins d'analyse, car nous ne savons pas quels sont les handicaps ni les besoins particuliers de ces élèves. Il aurait fallu les identifier et identifier les interventions. Seuls 14 avaient des informations sur le type des handicaps. C'est problématique car si nous ne savons pas quels sont les handicaps des élèves, nous ne savons pas quels sont les aménagements fournis ou qui devraient être fournis pour qu'ils participent pleinement à la scolarisation. 29 formulaires avaient des informations sur le degré de handicap, mais uniquement pour la vision et l'audition. Problématique à nouveau, car nous ne savons pas le degré de handicap. Il est difficile d'examiner les besoins d'intervention. Et 14 incluaient également des diagnostics médicaux de ces élèves qui étaient identifiés comme étant handicapés. Diapositive suivante. Les grandes préoccupations à propos des formulaires SIGE, tout d'abord l'identification des élèves par handicap, aux besoins particuliers. Autre problème, dans certains questionnaires, le handicap utilisé était un contrôle. Est-ce qu'il y a handicap ou pas? Et si la réponse est oui, quel est le handicap de l'élève? Ceci est contraire aux recommandations du groupe de Washington qui fait commencer les domaines fonctionnels et voir quelles sont les difficultés et ensuite les classer comme étant handicapés, ces élèves ou pas. Lorsque les domaines fonctionnels ont été identifiés, la couverture était incomplète de tous les domaines fonctionnels, par exemple uniquement l'audition et la vision. Il y a eu une couverture très large ou l'absence de couverture de difficultés psychosociales qui sont tout à fait pertinentes dans les situations de conflit, par exemple. Manque d'informations sur le degré d'invalidité et enfin une autre catégorie qui est handicap multiple qui n'est pas utile pour analyse. Certains recensements se servaient également de terminologie insultante, par exemple retardé ou encore invalide. Et nous avons trouvé qu'il n'est pas possible de voir les résultats de ces élèves handicapés car les informations sur l'abandon ou le redoublement ou encore la progression par niveau d'éducation n'étaient pas non plus disponibles par situation de handicap. Diapositive suivante. Les recommandations pour le SIGE, tout d'abord, inclure des informations sur les situations de handicap et les résultats d'apprentissage des élèves handicapés, et ce, par situation de handicap. Nous recommandons aller vers un système plus précis
c'est-à-dire que les informations devraient être saisies au niveau de chaque élève et non pas en général par classe. Identifier les élèves handicapés en fonction de leurs difficultés fonctionnelles, c'est-à-dire quel est leur handicap, et ceci devrait couvrir tous les domaines où il pourrait y avoir des difficultés. Il convient de poser des questions sur le degré de handicap et ensuite exclure les propos désobligeants. Et une démarche commune doit être utilisée pour le suivi des ODD dans tous les pays, car ainsi il sera possible de faire des comparaisons de données entre les pays et de voir comment l'on compare les progrès vers les objectifs de l'ODD numéro 4, notamment par rapport aux indicateurs et aux cibles. Voici un exemple. Le guide de l'UNICEF pour inclure les handicaps dans le SIGE, les questions recommandées, c'est-à-dire par rapport au comment collecter les informations, des questions qui se penchent sur les difficultés dans les domaines suivants, c'est-à-dire vision, audition, motricité globale, motricité fine, intellectuelle, communication, comportement et socialisation. Pour chacun de ces domaines, il y a combien d'élèves ont des difficultés, importantes ou pas, le degré de difficulté doit être analysé et la situation du handicap doit être indiquée par garçon et par fille. Et cette question porte pour toute l'école, certes, mais si vous avez un système ouvert qui a été développé par l'UNESCO, et d'ailleurs ma collègue en parlera, on peut également collecter ces informations au niveau de chaque élève, des élèves individuels. Nous passons les données maintenant aux données sur les infrastructures et les matériels adaptés dans les écoles. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a deux cibles pour les DD4. Le premier étant 4.5 pour l'inclusion et ensuite 4.A, c'est l'environnement dans les écoles et ceci exige l'amélioration des installations scolaires pour les enfants handicapés, pour les garçons et les filles et également faire en sorte que ce soit un cadre d'apprentissage sûr, exempt de violence et accessible à tous. Et il y a un autre indicateur qui se penche sur le pourcentage d'écoles disposant d'infrastructures spécifiques, l'électricité, l'Internet à des fins pédagogiques, d'ordinateurs, mais également d'infrastructures de matériel adapté aux enfants handicapés, et ensuite un accès élémentaire à l'eau potable, installation sanitaire de base séparée pour garçons et filles, et ensuite un minimum de lavabo. Nous avons commencé à collecter des données sur cet indicateur depuis 2016 et nous avons réalisé une enquête annuelle envoyée à tous les États membres de l'UNESCO où nous recueillons des informations sur les inscriptions, les enseignants, le financement et également en 2016 des données sur l'accessibilité aux écoles où nous relevons des informations pour les indicateurs dont je vous ai parlé. Par exemple, des informations sur l'électricité, les ordinateurs, etc. Et également des infrastructures et des matériels adaptés pour les élèves handicapés. Ces informations sont recueillies pour toutes les écoles publiques, privées et principalement le premier et deuxième cycle de secondaire, et ce de façon séparée. Diapositive suivante. Ce que nous avons vu depuis le lancement de cette collecte de données, la réponse des pays est très faible. Seuls quelques pays peuvent fournir des données sur les infrastructures et les matériels adaptés. Je vais vous donner un exemple. Pour les écoles primaires, dans sa base de données aux États-Unis, nous avons les différents territoires qui sont censés fournir des données, mais ici, seuls 33 en ont fourni en 2016 et 2017 et 2018 d'ailleurs. Nous avons vu que
Les rapports sont irréguliers. Certains pays le font pour une année, mais pas l'année suivante. Un problème étant que nous n'avons pas d'informations sur l'étendue des installations fournies. Et certains pays signalent que toutes les écoles ont des aménagements. C'est peut-être possible, mais est-il possible que toutes les écoles du pays respectent toutes les normes d'accessibilité pour tous les handicaps? D'un autre côté, certains pays rapportent des pourcentages très faibles et donc les données peuvent se référer aux écoles spéciales pour enfants handicapés qui sont des écoles séparées qui sont contraires à la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, cette convention déclare que les enfants handicapés doivent être intégrés dans les systèmes principaux d'éducation et non pas envoyés dans des écoles séparées. Voici donc les manques d'informations dans la collecte des données actuelles de notre institut de statistiques. Tout d'abord, nous ne savons pas si les écoles fournissent des aménagements pour tous les obstacles rencontrés par tous les élèves handicapés. Nous ne savons pas non plus si les aménagements sont adaptés au degré de handicap, par exemple, quelles parties de l'école sont accessibles, salle de classe, toilettes, auditorium, etc. Quelles sont les infrastructures et le matériel qui sont fournis, par exemple, mobilier, instruments d'écriture, par exemple, pour les enfants qui sont malentendants, ou y a-t-il encore des aménagements en braille pour ceux qui sont malvoyants? Et nous ne savons pas non plus si les écoles ont été conçues en tenant compte des personnes handicapées. Par exemple, pour les enfants handicapés, les toilettes, les classes sont complètement accessibles ou y a-t-il simplement quelques aménagements pour quelques enfants handicapés? Les données actuellement collectées par l'indicateur 4A1 contiennent des informations limitées car les élèves disposant de différents degrés d'aménagement peuvent tout indiquer qu'elles ont pris des mesures les concernant. Pour créer l'indicateur 4A1D, les pays doivent recueillir des données sur les aménagements, les infrastructures au niveau de l'école par le biais du SIGE, puis recomposer les données au niveau national et pour faire le suivi dans le sens de l'ODD 4. Voici un exemple de la façon dont l'indicateur pour l'accessibilité serait à développer. Ici, nous proposons que les valeurs de l'indicateur proposé au niveau de l'école pour l'indicateur agrégé aillent de 0 à 2, 0, pas d'accessibilité, 1, accessibilité limitée, 2, entièrement accessible, répond aux critères de tous les types de handicap. Il serait utile également si nous avions des informations sur le type de handicap, par exemple physique, vision, audition, cognition. Et enfin, il serait utile de savoir d'avoir des données sur la qualité des infrastructures et des matériels, bonne qualité, qualité supérieure, moyenne, etc. Diapositive suivante. J'en arrive à la conclusion. Pour récapituler les recommandations, tout d'abord, l'on dira que la disponibilité et la qualité des données sur le handicap comparable au niveau international, bien sûr l'analyse en dépend, elles doivent être améliorées et
elles ne sont pas comparables, encore une fois. Il faut les améliorer pour permettre le suivi des objectifs nationaux. Ensuite, il est nécessaire de disposer de meilleurs outils pour identifier les enfants et les adultes handicapés, par exemple leur domaine de handicap, plutôt que de ne parler que des besoins particuliers. Redoubler d'efforts pour rendre le SIGE plus inclusif et rassembler les données au niveau de l'école à l'échelle nationale. Et elles doivent être reprises au niveau national pour les interventions pour améliorer la situation des élèves handicapés, ce qui signifie que les données sur les handicaps serviront plus fréquemment chez les analystes, les groupes de plaidoyer, les décideurs et les autres parties prenantes. Et l'ODD 4, je vous le rappelle, n'est pas uniquement l'accessibilité, mais que l'éducation doit être inclusive et équitable, et ce, pour tous. Et enfin, pour les travaux à venir de notre institut sur l'éducation et le handicap, nous allons continuer à développer la collecte et l'utilisation des données sur l'éducation et le handicap, notamment davantage d'enquêtes sur les ménages. Les données qui sont collectées aujourd'hui par l'UNICEF, nous les attendons avec impatience. Nous allons décomposer les indicateurs par situation de handicap. Et nous ne sommes pas en mesure à l'heure actuelle de produire tous les indicateurs décomposés par situation de handicap, car dans les enquêtes sur les ménages, les échantillons sont trop petits pour cette analyse, ou encore nous n'avons pas les données sur le SIGE pour pouvoir calculer certains indicateurs. Et nous allons continuer à diffuser les données sur l'éducation, les handicaps. Nous avons ajouté de nouvelles informations sur le handicap et ce, sur une page de notre institut sur les handicaps et l'équité. Et toutes ces activités vont nécessiter un financement et pour nos travaux, bien sûr, mais également pour les pays qui ont des systèmes construits pour collecter des informations par handicap, par le SIGE, avec des informations sur les handicaps et l'éducation notamment. Voilà, merci mille fois et j'attends vos questions après les exposés de mes collègues. Merci. Merci beaucoup, Frédéric. C'était une présentation fascinante. Nous savons que les documents ont été diffusés et vous pouvez trouver cette présentation sur le site Internet du GPE ainsi que sur le site Internet de l'ISU. Alors maintenant, j'aimerais donner la parole à Charlotte McLean de la Banque mondiale qui va donner une réponse à cette présentation et nous parler un petit peu du travail qui s'effectue au sein de la Banque mondiale. Merci beaucoup, Stuart, et Frédéric, merci beaucoup de cette présentation extrêmement fructueuse. Je voudrais juste souligner 2 points que vous avez mentionnés dans votre présentation. Le premier, c'est sur les résultats du contrôle de la surveillance en ce qui concerne les enfants avec les handicaps et j'aimerais parler aussi de la nécessité d'avoir un financement pour s'assurer que l'on peut continuer ce travail. En ce qui concerne les résultats du suivi, ce que l'on a vu récemment, c'est qu'il y a eu des progrès qui ont été faits en ce qui concerne les enfants handicapés qui peuvent se rendre à l'école. Mais ce que l'on ne voit pas, par contre, c'est on ne sait pas s'ils apprennent. La notion, c'est toujours que l'école, c'est un espace de socialisation et pas nécessairement un endroit où les enfants ayant des handicaps apprennent nécessairement. Et je pense que pour nous, c'était une question très importante et c'est quelque chose qui a été souligné par le rapport mondial sur la crise des apprentissages et nous avons commencé à penser à cela et savoir qu'est-ce que cela veut dire pour les enfants ayant des handicaps. Pour reprendre ce que vous avez dit en ce qui concerne les résultats du suivi, nous avons commencé à explorer, à examiner ce domaine et récemment nous avons diffusé un document qui examinait les résultats de l'apprentissage pour les enfants ayant des handicaps et qui considérait donc ces enfants avec des handicaps. Et cela a été très bien reçu. Ce document
commence à poser des questions, à ouvrir un dialogue et savoir quelles sont les évaluations qui existent sur l'apprentissage des enfants ayant des handicaps. Pour reprendre ce que vous avez dit, quels sont les instruments qui existent pour pouvoir évaluer l'apprentissage? La question est aussi de savoir quels sont les instruments à la disposition des professeurs pour comprendre les besoins des enfants avec des handicaps avec toute cette gamme. Et ça, c'est quelque chose que vous avez souligné dans votre présentation. Pour nous, c'est une question importante à l'avenir. Savoir quelles sont les données d'évaluation de l'apprentissage, des résultats de l'apprentissage des enfants ayant des handicaps. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi une focalisation axée sur une augmentation de l'accès, parce que bien sûr c'est un élément très important, mais cela m'amène à mon point suivant, c'est-à-dire le financement. En ce qui concerne le financement, mon équipe, nous gérons 2 fonds fiduciaires, un soutenu par l'USAID et qui appuie le travail des équipes de l'éducation en Afrique, axé plus précisément sur le système éducatif pour les enfants ayant des handicaps. Par le biais de ce financement, nous appuyons des outils de diagnostic en Afrique pour les enfants ayant des handicaps. Et l'idée avec ce diagnostic, c'est de commencer à voir quelles sont les nouvelles sources de données, d'analyser les données qui existent. Et c'est quelque chose qui a été très utile. Nous travaillons avec les universités africaines. Nous avons donc des consultants qui viennent de de 2 universités africaines et qui nous aident pour ce diagnostic. C'est donc un travail qui se poursuit et qui permettra d'amener de nouvelles données, de nouvelles analyses et qui reprend une partie très importante de votre présentation. En ce qui concerne le diagnostic, nous avons 7 pays où nous soutenons différents travaux pour les enfants avec des handicaps, et ça vient du fonds fiduciaire de l'USAID. Nous avons un deuxième fonds fiduciaire que nous gérons. C'est un fonds fiduciaire soutenu par l'Agence norvégienne pour le développement et DFID et qui se concentre sur les gains éducatifs des enfants avec des handicaps, avec une focalisation précise sur 4 pays, Rwanda, l'Éthiopie, et le Népal, entre autres. Nous voulons également soutenir et augmenter la collecte des données par rapport à cela. Nous avons contacté l'UNICEF pour savoir comment nous pourrions appuyer ce secteur, et nous avons un module de fonctionnement des enfants que nous testons et nous considérons le lancement d'un sondage des ménages. C'est un module qui a aussi évolué. Ce qui veut dire que nous commençons aussi à voir comment on peut financer cet aspect, s'assurer que tout ceci est en place. Et ce que je voulais dire en conclusion du côté de la banque, c'est que nous avons un engagement très fort pour continuer à travailler dans ce domaine pour avoir des données désagrégées. C'est quelque chose c'est un engagement qui a été pris l'année dernière pendant le sommet de Londres sur l'éducation, et c'est un engagement que nous tenons. Et ce qui est vraiment passionnant par rapport à cela, c'est que dans cet engagement, nous nous sommes également engagés à une mesure particulière. Nous allons utiliser le groupe de Washington pour pouvoir recueillir des données beaucoup plus précises au sein de la banque. Un autre engagement lié à la discussion d'aujourd'hui est lié plus précisément à l'éducation. L'engagement que nous avons pris, encore une fois, à cette conférence, c'était de s'assurer que tous les projets d'éducation de la Banque mondiale inclut le handicap d'ici 2025. Ce sont des buts ambitieux au sein de la banque. Nous nous efforçons de les réaliser, de les accomplir. Les données, c'est un élément essentiel de tout ce puzzle, et je travaille avec différents collègues de la banque qui travaillent dans le développement, et nous avons un groupe de développement des données à la banque qui considère
comment obtenir de meilleures données des données désagrégées sur les personnes avec des handicaps au sein de l'éducation. D'autres partenaires pour le développement commencent également à penser sérieusement à la collecte des données désagrégées sur les handicaps avec les enfants ayant des handicaps au sein des systèmes éducatifs. Nous devons aussi nous étendre un petit peu plus et savoir comment on peut considérer les enfants qui sont déscolarisés. Ça, c'est un élément aussi qui reste très important pour pouvoir augmenter ces chiffres sur l'accès à l'éducation. Et je vais m'arrêter ici. Merci. Merci beaucoup, Charlotte. Alors, je vais maintenant demander à Frédéric de prendre note de questions qui ont été suscitées par ces réponses, si on veut y revenir, ce qui nous permettra d'y revenir un petit peu après. Mais pour l'instant, je vais donner la parole à Sato Yano de l'UNESCO, qui va nous parler du SIGE. Sato, êtes-vous en ligne? Nous ne vous entendons pas. Est-ce que vous voulez bien vous assurer que votre micro est allumé? Si nous avons peut-être Mathias Eglen en ligne, Mathias peut peut-être intervenir et nous reviendrons à Sato un petit peu plus tard. Mathias, êtes-vous en ligne? Très bien. Est-ce que Mark Waltham est en ligne? Très bien. Est-ce que Satoko, Mathias ou Marc sont en ligne? Si l'un d'entre vous est en ligne, veuillez vous manifester. Sinon, nous passerons directement aux questions. Je suis en ligne. Allô, qui est-ce? Mathias. Mathias, voulez-vous... allez-y. Tout d'abord, je vous remercie de l'invitation et pour une présentation extrêmement utile, un document très utile. Je voudrais parler de... j'ai quelques questions, en particulier par ce qui a été dit par Charlotte. C'est quel genre de parité, quel genre de rapport, sur quelle parité? Est-ce qu'on va parler de quelles sont les différentes sources de données? Est-ce que ce sont des sondages des ménages? Est-ce que c'est en fait pour les inscriptions et l'accès à la scolarisation? Une autre question aussi porte sur l'apprentissage. Est-ce que l'on a besoin d'avoir différentes fonctionnalités qui doivent être identifiées, en particulier les handicaps intellectuels? Si on compare la parité des enfants et en particulier en ce qui concerne le résultat de l'apprentissage. Donc, qu'en est-il par rapport à cela? Et y a-t-il des exigences minimales par rapport à ce qui est dans le SIGE pour pouvoir faire une analyse de parité? Et maintenant, en ce qui concerne les progrès du système, je me demandais si vous avez des exemples de systèmes SIGE qui offrent des données à des niveaux individuels dans le temps, dans les systèmes éducatifs.
Merci. Merci. Est-ce que Satoko est en ligne maintenant? Est-ce que Mark Waltham est en ligne? Je pense que nous avons quelques petits problèmes WebEx à l'heure actuelle. Alors, repassons à Friedrich, qui pourra répondre à certaines des questions qui ont été soulevées en ligne. Peut-être que nous pourrions commencer par répondre aux questions sur l'apprentissage. Avez-vous des réponses sur la mesure de l'apprentissage ainsi que sur la mesure de l'accès? La question de l'apprentissage, c'est une question importante et intéressante. Malheureusement, je n'ai pas de réponse à cela. Je ne sais pas comment on va s'en occuper et c'est quelque chose, je dois consulter mes collègues dans d'autres sections. Je ne suis pas vraiment familiarisée avec cette question, mais je réalise que c'est quelque chose qu'on doit considérer parce qu'on ne peut pas tout simplement voir quelle est la parité si il y a des difficultés si les enfants ont des difficultés qui vont avoir un impact sur leur apprentissage. Donc, je ne sais pas exactement comment on va examiner ceci et comment on va évaluer cela et comment ça va répondre aux objectifs de l'ODD 4. Maintenant, il y a eu aussi une question sur le type de parité, si j'ai bien compris. Nous avons des parités. Est-ce que Satoko est en ligne? Est-ce que vous pouvez m'entendre? Est-ce que l'on devrait passer à Satoko pendant que son micro fonctionne? Est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui, nous pouvons vous entendre. Satoko, voulez-vous prendre la parole? Oui, absolument. Désolée. Je vous remercie de cette opportunité encore une fois de pouvoir présenter très rapidement ce qu'on appelle l'Open EMIS. Donc, c'est un module d'éducation inclusive. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Open EMIS? Ça a été développé au départ par l'UNESCO en 2008. C'est basé sur le web. C'est une solution de logiciel ouverte. Et en 2012, nous avons entamé un partenariat avec l'UNESCO. Nous avons environ 15 à 20 pays qui mettent en œuvre OpenEMIS. La plupart de ces pays ont été autofinancés par leur gouvernement ou par les différents partenaires ou par les agences de l'ONU, en particulier l'UNICEF. OpenEMIS a un module voué à l'éducation inclusive. Donc, si vous voulez passer à la page suivante avec les différentes diapositives d'écran. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle OpenEMIS Course. C'est un module de collecte des données, donc un système qui est ouvert. Les données peuvent être saisies à un niveau très granulaire pour les étudiants individuels avec différentes catégories, comment ils ont été référés, comment ils ont été évalués, quelles sont les prestations qu'ils ont reçues, le genre de dispositif qu'ils ont. Et aussi, c'est un module qui est générique et qui est présenté de telle manière qu'il est aligné sur les meilleures pratiques et les recommandations nationales de l'UNICEF et du groupe de Washington de l'ONU sur les handicaps. Comme vous le voyez, il y a des menus déroulants avec différentes options qui indiquent quels sont les différents défis des étudiants. Si vous passez à la diapositive suivante, c'est un autre écran. Vous avez à ce moment-là la manière dont les étudiants ont été évalués, c'est-à-dire quelles sont les difficultés,
le degré de handicap. On peut aussi saisir ceci au niveau de chaque étudiant. Et si on passe à la diapositive suivante. Vous voyez quel genre de prestations chaque étudiant a reçu. Et une autre section un peu plus bas vous montre quel genre de dispositif a été donné, quel genre d'assistance a été donné à l'étudiant et ensuite quel est le plan de l'école pour cet étudiant en particulier. Si on continue à dérouler l'écran. Donc ça, c'est pour l'étudiant individuel, mais nous avons aussi un module qui collecte les données, qui recueille les données pour chaque étudiant. Et c'est la liste des différents matériels, différents documents qui sont mis à disposition. Par exemple, ici, il y a les livres de classe pour l'éducation spéciale qui doit spécifier quels sont les manuels. Et si vous pouvez aussi dérouler l'écran, vous voyez qu'il y a à qui ces livres particuliers sont donnés. Chaque livre est lié à un élève et dans ce cas, on peut faire un suivi. Une autre section porte sur la structure scolaire. Encore une fois, c'est basé sur des recommandations et la fonction existe déjà. Chaque école peut entrer, peut saisir quels sont l'actif, ce qu'il possède. Chaque pays peut changer de manière totalement libre la liste ou les différents éléments. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait configurable en fonction des critères, des normes et des besoins du pays. C'est quelque chose qui est utilisé par tous les pays qui peuvent utiliser ou changer les différentes options à leur disposition. Ce sont les données qui sont recueillies et comme je l'ai mentionné, c'est un service basé sur le web. C'est un logiciel qui est installé sur un serveur qui fonctionne à partir du serveur, mais le recueil des données peut être fait en ligne, peut être fait à partir d'une tablette, par exemple, ou d'un ordinateur. Et si les pays ne sont pas prêts à arriver au niveau de données pour chaque élève, on peut recueillir des données, mais d'une manière beaucoup plus agrégée au niveau d'une école. C'est donc cette fonctionnalité d'éducation inclusive que nous avons au sein de OpenAMIS. Une chose que nous voulions souligner, les données pour les élèves individuels, en particulier en ce qui concerne l'éducation spéciale ou particulière, est très délicate. La fonctionnalité de sécurité est donc très importante pour nous. Et OpenAMIS offre un niveau de protection des données qui est très à la pointe, qui est très pointu. Et le site d'accueil est aussi très sécurisé. Je ne vais pas aller dans les détails techniques, mais nous sommes constamment en train de mettre à jour les politiques de sécurité et de sécurisation des données. Et les OpenAMIS en tant que solution peut être personnalisé par pays. Ce qui veut dire que le pays peut s'assurer que les données ne peuvent être vues que par les personnes qui y ont accès. Et ni l'UNESCO, ni nos partenaires techniques n'ont accès aux données de pays en soi. Ces données sont protégées par le pays. Donc très rapidement, c'est ce dont on parle quand on parle de l'OpenAMIS. Merci beaucoup. C'est intéressant d'entendre la plateforme, une des plateformes par lesquelles on peut recueillir des données. Est-ce que nous avons Mark Waltham en ligne? Non?
Nous allons revenir à Frédéric, nous retourner vers lui avec des questions. Une question qui a été posée, c'était les enfants déscolarisés, quelque chose qui a été mentionné par Charlotte dans sa réponse. Dans quelle mesure est-ce que ces améliorations du SIEG couvrent les enfants déscolarisés et quels sont les défis particuliers en ce qui concerne le recueil des données pour les enfants déscolarisés qui ont des handicaps? Oui, effectivement, ça c'est quelque chose dont Charlotte va parler. Les données sur les élèves, sur les enfants et les écoles, eh bien, le CIG recueille des données pour les enfants à l'école et non pas pour les enfants déscolarisés. C'est-à-dire qu'on doit donc regarder d'autres informations, d'autres sources, d'autres recensements. Et il y a déjà une collaboration avec l'UNICEF pour recueillir des données sur les enfants déscolarisés. Et ce que nous avons trouvé dans cette analyse, c'est tout d'abord, nous pourrons faire les mêmes recommandations en ce qui concerne l'identification des enfants handicapés qui ont été faites par le groupe de Washington. Ce sont des recommandations qui peuvent être suivies, que ce soit pour les enfants ou les adultes avec handicap. Ce que nous avons trouvé dans cette analyse, c'est que, pas forcément avec le recensement, parce que nous avons des recensements, mais par définition, le recensement essaye d'avoir des informations sur toute la population, mais ce que nous avons trouvé avec le sondage des ménages, même pour les questions qui ont été posées par le groupe de Washington, il y a très peu d'observations. Et par exemple, nous avons un indicateur, mais si on veut calculer le taux des enfants déscolarisés de 6 à 11 ans, par exemple, nous avons trouvé que dans certains cas, il y a très peu d'informations. Il y a très peu d'observations et ça ne nous permet pas une analyse, en particulier avec les enfants handicap, mais dans cet échantillon, on ne peut même pas calculer un indice, que ce soit par sexe ou par handicap. Et Mathias a demandé quel genre de parité ça nous permet de calculer. Donc, ce que nous avons trouvé, c'est que dans certaines il est très difficile de calculer ces parités et c'était en fait des données sur des personnes qui avaient 25 ans et plus. Certains indicateurs font référence à d'autres groupes d'âge, mais il y a d'autres défis. Je voulais en dire un petit peu plus sur le suivi des résultats. Bien sûr, c'est un domaine dans lequel l'ISU se penche. Nous avons fait énormément de progrès dans ce domaine. Nous avons fait le suivi des résultats et ceci inclut le suivi des étudiants avec les handicaps. Nous n'avons pas diffusé quoi que ce soit, mais c'est quelque chose que nous prévoyons de faire à l'avenir. Alors, les données longitudinales, nous n'avons pas de réponse. Chaque pays se sert d'un service. Nous aurons d'autres informations. Certains se servent du SIGE depuis quelques années. Par exemple, les différents domaines d'handicap, les matériels, les infrastructures. Si c'est régulier, à ce moment-là, on voit une analyse longitudinale. Et toutes les données ne sont pas disponibles pour analyse. Et la question de protection des données est très pertinente pour ce type d'analyse. Nous n'avons pas commencé
les données longitudinales, mais si elles deviennent disponibles, nous les analyserons. Merci. Autre question qui nous est arrivée. Quelques questions sur des domaines spécifiques, l'Afrique de l'Ouest ou encore la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez nous dire où se trouvent les données dans la base de données de votre institut, ou est-ce qu'il faut aller chercher ces données au niveau de chaque pays? Nous n'avons pas d'ouverture sur la base de données. Quand vous allez sur le site de l'Institut, je ne sais pas si vous pouvez le montrer, c'est pour l'UNESCO dans l'ensemble. Il y a différents tableaux avec différents indicateurs. Nous n'avons pas encore inclus de données sur les handicaps. Alors, données uis.unesco.org, c'est ça le site. Voilà, pour l'ODD 4, vous cliquez là, et là vous allez trouver tous les indicateurs mondiaux dont on se sert pour suivre l'ODD 4, mais pas encore des données décomposées par handicap, parce que nous avons des données pour trop peu de pays. Ce qui signifie que les tableaux seront vises et ne seront pas conviviaux non plus. Nous avons une page pour l'équité, l'égalité. Si vous y rendez, vous allez à la première page, US pour UNESCO, donc UNESCO.org pour les données. Donc voilà comment il faut faire, UNESCO.org. Et si vous déroulez encore un peu, vous allez voir l'égalité dans l'éducation, vous cliquez, et c'est là où vous trouverez les publications sur les handicaps, la base de données. Si vous voulez bien dérouler encore, vous trouverez le document dont on a parlé aujourd'hui, mais si vous allez encore plus loin, vous allez voir à droite, voilà la base de données de l'Institut. Voilà, à droite, la base de données sur le handicap et l'éducation de notre institut. Vous allez, c'est pas une obligation que vous le fassiez maintenant. C'est là où vous trouverez les données sur les enquêtes sur les ménages et également des données pour les pays individuels. Et je ne suis pas sûre si cela inclut la Côte d'Ivoire et d'autres pays, mais vous verrez toutes les données dont nous disposons. Voici donc les indicateurs, la scolarisation, les tableaux, les informations sur le parachèvement de l'éducation et décomposés par sexe, situation de handicap, etc. et par indicateur. Très bien, merci. Je crois que Marcos, notre collègue, est en ligne. Marc, est-ce que vous êtes en ligne? Une autre question. Est-ce que je peux? Oui, allez-y.
Pour répondre sur l'absence de données, une difficulté, si on ne suit pas les personnes dans le système dans le même groupe témoin pour la collecte de données, on pourrait risquer une mauvaise identification de ceux qui ont été déjà identifiés selon l'environnement et les technologies comme ayant abandonné leur scolarisation, parce que il est tout à fait possible pour les personnes d'être exclus des données selon bien sûr le type d'école ou encore le type de technologie qui pourrait être à leur disposition. Oui, tout à fait. C'est une bonne observation. C'est pourquoi il est important de conjuguer les données sur les progrès effectués par les élèves handicapés avec des informations sur les aménagements qui sont fournis, car vous verrez que les pays acceptent les élèves handicapés dans les systèmes, ces derniers auront moins de difficultés à passer de classe en classe que dans les pays où il n'y a pas d'aménagement. C'est pour ça qu'il nous faut des informations qui couvriront tous les aspects de l'apprentissage et toutes les informations qui mesurent les progrès de l'élève handicapé au travers du système. Une réponse en ligne sur le système qui pourrait effectivement suivre les élèves au fil du temps. Une autre question qui porte sur la même question. Certains experts disent que l'on pourrait inclure une nuisance puisque c'est pour les parents ou encore les aides-soignants, alors que d'ordinaire ce sont les enseignants qui répondent à cette question. Est-ce qu'il y a risque d'étiquetage des enfants comme étant handicapés alors que c'est destiné à faire un diagnostic particulier? Est-ce que vous pourriez répondre à la question sur ce risque? Oui. Si Marc pouvait y répondre, ce serait mieux, car il a travaillé à l'élaboration de ce module. Mais je vais répondre selon ce que je sais. Pour les enseignants qui identifient les enfants handicapés, il faut se servir de ce système pour ajouter des informations sur les élèves, parce que si vous capturez ce type d'informations, si l'enseignant peut répondre au domaine fonctionnel, il ne connaît pas cet enseignant suffisamment l'élève pour répondre à la question. Mais au fil de l'année, l'enseignant apprend à connaître l'enfant handicapé et voit mieux quel est le handicap de l'élève. Et vous pouvez apporter des corrections au système de données ou de statistiques sur les élèves. Alors, pour une identification erronée de l'élève handicapé, en fait, les questions vont éviter ce problème et n'exigent aucune expertise parce que vous observez tout simplement l'enfant handicapé et vous savez s'il a des problèmes des problèmes moteurs ou pas. Et les questions du groupe de Washington évitent ce type de problème en parlant de difficultés par rapport à certaines fonctions. Donc il n'y a pas d'étiquetage de handicap dans ces questions, ce qui veut dire que nous ne posons pas la question de spécificité. Est-ce que l'enfant a des difficultés d'audition, de vision, et donc ceci est destiné à éviter toute stigmatisation de l'enfant qui est handicapé.
Merci. Une autre question sur les données fournies par les pays par rapport aux données venant d'autres sources, par exemple la société civile. Est-ce qu'il y a une réponse sur les autres sources de données qui nous viennent autres que celles de l'administration publique? Oui, nous faisons une évaluation de la qualité des données. Nous ne nous appuyons pas sur les informations venues des gouvernements, mais des données qui viennent d'autres sources, par exemple venant d'enquêtes générales et de valeurs analogues. Il est rare qu'un indicateur aura la même valeur, car c'est la façon dont les données sont recueillies et que l'indicateur comporte de grandes différences entre les pays et entre les différentes sources. Et donc, nous demandons des éléments probants pour appuyer la validité des données que nous recevons. Merci. Est-ce que Marc est en ligne? Marc, est-ce que vous avez pu régler vos problèmes de raccordement? Eh bien. Autre question? Le document aborde la valeur d'un système plus détaillé pour suivre, par exemple, chaque élève individuellement et faire une coupe transversale. Quelles sont les conditions préalables pour les pays pour qu'ils puissent adopter ce type de système? Par exemple, ces systèmes détaillés n'existent pas encore dans la plupart des pays pour produire des données aussi spécifiques. Tout d'abord, on a besoin d'un système SIGE et avec OpenEMIS, l'une des choses dont vous avez besoin, c'est d'identifier les étudiants les élèves de manière individuelle. Mais à l'heure actuelle, ça n'est pas toujours possible dans les différents pays. Et bien sûr, il faut dans ces cas-là identifier quels sont les systèmes dont on a besoin, les construire. Et ça, c'est quelque chose qui exige une infrastructure, des possibilités d'agréger les données au niveau national et la possibilité de faire des rapports aux différentes agences internationales. Peut-être qu'on pourra ajouter quelque chose aux exigences que les pays pourraient utiliser. Merci, Friedrich. Nous avons des options générales pour obtenir des données au niveau individuel, mais il y a très peu de pays qui optent pour ceci parce qu'il y a énormément de limites et de contraintes. Nous n'avons pas de revue systématique à l'heure actuelle des données, mais l'un des défis, c'est d'avoir un cadre permettant de recueillir des données au niveau national. Il y a beaucoup de pays qui s'approchent d'avoir beaucoup plus de cartes d'identité des élèves ou de cartes d'identité nationales. Il y a de plus en plus de pays qui optent pour ce genre de choses, mais il faut savoir comment différentes parties prenantes peuvent s'accorder sur ça. C'est en fait un problème systémique, une problématique systémique. En ce qui concerne les défis au niveau des écoles, il s'agit d'infrastructures des données. Ça, c'est donc un défi. Nous avons des recueils des données maintenant qui ne se font pas en ligne. Et le recueil des données exige des connexions au niveau des écoles. Et ça peut être assez difficile. Ça peut présenter pas mal de problèmes pour pouvoir faire une mise à jour des différentes données. Il faut aussi la capacité ou le temps pour les enseignants. Et ça, c'est quelque chose qui exige une charge de travail accrue pour saisir et pour gérer ce genre de données. Nous n'avons pas véritablement de normes minimales pour les pays
pour avoir une approche beaucoup plus granulaire par rapport au SIGE. Mais ça, ce sont les facteurs de mise en œuvre de ce système SIGE. Merci. Je voudrais poser une question. Les États-Unis ont fait un certain nombre de recommandations dans le rapport. Est-ce que vous pensez, Frédéric, que ça, c'est quelque chose où les pays pourraient effectivement mettre en œuvre ces recommandations, ou s'agit-il beaucoup plus de faire plus d'études, d'avoir beaucoup plus de pilotes en termes de recueil des données, et que ça, ce serait nécessaire avant que la communauté internationale s'intéresse à ce genre de recueil des données et qu'on puisse les mettre en œuvre? De la perspective des gardiens de l'ODD 4, nous suggérons d'avoir des normes communes. Et je vais vous donner un exemple. Il y a un groupe technique sur les OED 4, sur Éducation 2030, qui est responsable du développement d'indicateurs pour l'ODD 4. C'est un groupe qui consiste en des experts de différentes régions. Donc, toutes les régions géographiques sont représentées. Et ces experts font des recommandations. Et récemment, nous avons considéré la question de savoir quelles écoles devraient être considérées comme inaccessibles. Et la conclusion a été que ça, c'est quelque chose qui ne peut être fait considéré comme inaccessible que s'il répond à toutes les exigences des handicaps. Et dans ces cas-là, ce sont des normes qui doivent être mises en œuvre. Et il serait utile que les pays puissent être informés, essayent d'être informés des normes minimales. Bien sûr, il appartient aux agences internationales et aux États-Unis de promouvoir ce genre de normes, mais avoir des informations qui ne suivent pas totalement les normes, et ça, bien sûr, même si les informations, il vaut mieux avoir des informations qui ne sont pas très précises que pas d'informations du tout, mais on ne peut pas avoir une approche générique au recueil des données. Ce n'est pas possible. Merci de cette réponse. Nous allons essayer Marc encore une fois. Est-ce qu'il peut se connecter? Passons à une autre question. Une question sur les sondages des ménages plutôt que le SIGE. Est-ce que le recueil des données ne doit pas inclure certaines données sur les circonstances des parents par rapport aux enfants avec des handicaps? C'est la question de savoir comment on analyse les données. Est-ce que vous avez des réponses par rapport au recueil de données sur des circonstances dans lesquelles vivent les enfants avec des handicaps? Oui. Tout sondage des ménages vise à collecter des informations sur le foyer, sur les circonstances, c'est-à-dire l'éducation des parents, leur emploi, et pour communiquer des caractéristiques qui peuvent être analysées par rapport à l'enfant individuel. Je ne sais pas si ce genre d'information est disponible au sein d'une base de données SIGE, mais bien sûr, nous utilisons par exemple l'indicateur de la participation à l'école ou de la présence à l'école. D'après ce que je comprends, il y a certains pays, et quelqu'un a mentionné le Népal, certains pays évitent
de recueillir trop de données au sein du SIGE et ont leur propre base de données avec des systèmes. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous savez à propos d'autres pays? Je pense qu'on a abordé cette question quand on a parlé du fait que, effectivement, le recueil des données ajoutera la charge de travail des enseignants, que le système est beaucoup plus difficile à mettre à jour et que c'est un investissement des ressources assez important. Mais il faut se poser la question suivante. Comme la communauté internationale s'est engagée par rapport à cette cause et que c'est une éducation inclusive, on doit faire les efforts nécessaires pour pouvoir recueillir des données qui nous permettent tout d'abord de savoir quels sont les éléments probants et aussi de prendre les mesures nécessaires pour que tous les élèves puissent se rendre à l'école et obtenir une éducation de bonne qualité, chose à laquelle ils ont droit. Et si je peux aussi intervenir ici, dit Satoko. Allez-y. Je pense que c'est un point très important. Cette question de savoir si on doit avoir un système un petit peu différent par rapport au SIGE. Mais ce que l'on a vu, c'est que nous avons fait pas mal d'efforts à recueillir des données, à utiliser les données. Et c'est toujours un challenge, un défi en ce qui concerne l'utilisation des données individuelles. Et avoir un système parallèle, ça n'est pas forcément. En s'agissant du OpenMS, c'est une combinaison de divers modules et la question importante, c'est de savoir si ces différents modules peuvent avoir une interface. En utilisant cette approche, on peut avoir une autre base de données, c'est très bien, mais il faut s'assurer que ces différentes bases de données peuvent avoir une interface. Merci. D'accord, merci. Il est maintenant 10h25. J'aimerais remercier les intervenants ainsi que les personnes qui nous ont envoyé des questions pour nous avoir rejoints. Nous devons nous excuser des problèmes techniques. En particulier, Marc de l'UNICEF n'a pas pu nous rejoindre. Mais il est clair qu'il y a des recommandations très claires par rapport à ce rapport, à savoir comment améliorer le recueil des données sur les enfants ayant des handicaps, chose que nous devons faire pour l'ODD, les ODD et pour améliorer l'éducation. Il est clair qu'il y a un certain nombre de dialogues qui ont été entamés ou que l'on doit entamer. Pour les personnes qui s'intéressent à des données sur un pays particulier, nous allons envoyer les documents de ce webinaire ainsi que les présentations. Vous pourrez les trouver sur le site du GPE. Les documents indiquent ce qui a été fait en termes de recueil des données du SIGE dans différents pays. Donc, par exemple, si vous vous intéressez à votre pays en particulier, quel genre de données ont été recueillies au sein du SIGI sera là, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément disponible au niveau international, mais c'est disponible au niveau du pays. Il y a aussi, si Charlotte l'a mentionné, vous avez aussi des documents qui peuvent être auxquels vous pouvez accéder au niveau de la Banque mondiale. Nous allons envoyer tous les liens nécessaires à l'issue de ce webinaire. J'aimerais donc remercier toutes les personnes qui ont participé. Comme je l'ai mentionné, nous espérons avoir une série de webinaires qui se penchera sur la question du recueil des données sur les groupes marginalisés, y compris les enfants avec des handicaps ainsi que d'autres groupes marginalisés dans les mois à venir et nous partagerons les informations
sur ceci au fur et à mesure. Je vous remercie.